Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis très très heureux de vous retrouver puisque je vous ai laissé pendant, je pense, presque 2 semaines pour tout un tas de mauvaises raisons. Et donc je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui à nouveau. Aujourd'hui on accueille Manu, alias Manu Red Pill en guest star. Manu, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas déjà? Salut tout le monde, je suis Manu Red Pills. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été prof chez Alira dans la verticale DeFi. Je suis animateur tous les lundis soirs sur Twitch avec Cryptomatrix et Marc Zeller d'une émission de vulgarisation et d'éducation. Et je suis le co-founder de Murphy Labs qui développe Stratège, un protocole de DeFi dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Yes, merci beaucoup de te joindre à nous pour cette Merci pour émission. recevoir. À mes côtés, nos chroniqueurs habituels, Cyril, Virgile et Michael. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Cyril, formateur des développeurs chez Alira et formateur référent technique. Hello, Mika. hello. Alors de mon côté, donc je suis côté Alira, je suis formateur sur la verticale, donc formateur référent sur la verticale IA, donc conseil et dev, et je suis également CIO officer dans une ESN lyonnaise. Salut tout le monde, moi c'est Virgile et j'interviens surtout en tant que rédacteur pour Alira. Donc tout ce qui est newsletter, etc. C'est moi. Eh bien, merci à tous d'être là en tout cas, et je serai votre hôte pour ce midi. Jérémy Wauquiez, le président et fondateur d'Alira. Je vois qu'il y a les habitués dans le chat, on les salue, PQ, Ticalis, toujours fidèle au poste, ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas les autres aussi à nous dire que vous êtes là, ça nous fait toujours grand plaisir de savoir que vous êtes présents. Aujourd'hui, on va commencer par un premier sujet, donc 3 sujets. On va vous parler des réseaux sociaux blockchain, on va vous parler de la manière dont l'IA peut-être et est utilisée, on peut parler au présent, pour accélérer la recherche, notamment la recherche sur les batteries. Et dernier sujet, on parlera évidemment de Stratège, le réseau, n'importe quoi, le protocole de finance décentralisée qui est développé par, entre autres, Manu, pas tout seul évidemment, et qui, à mon sens, va un peu changer le game de la DeFi, mais je vous laisserai vous faire votre propre avis dessus. Commençons par les réseaux sociaux de la blockchain. Ces réseaux sociaux, c'est des réseaux d'un nouvel ordre qui notamment mettent au cœur de leur fonctionnement le principe d'identité décentralisée. Virgile, je crois que tu es un utilisateur assez averti de ces réseaux-là. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Alors alors beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux décentralisés en tout cas parce que en fait pour comprendre leur intérêt faut d'abord prendre en compte le contexte dans lequel les réseaux sociaux se trouvent actuellement. C'est que pour le moment sur les réseaux sociaux de base forcément il y a énormément de gens qui communiquent, mais sauf que il y a pas mal d'intérêts qui divergent. Par exemple, les entreprises font de la revente de données pour avoir des revenus à partir de ça. Et surtout, il y a beaucoup de problèmes de censure sur ce genre de plateforme. Donc, voilà, il y a beaucoup de développeurs qui se sont penchés sur la question et qui se sont dit, bah pourquoi, enfin, quitte à faire du transfert de valeur en pair à pair, et ben on pourrait faire des réseaux sociaux qui seraient également, qui seraient focus sur la communauté en tout cas. Et c'est là qu'on a vu plusieurs protocoles différents et plusieurs infrastructures également pour pouvoir concevoir des réseaux sociaux qui utilisent la blockchain pour faire pour pouvoir reproduire des réseaux sociaux, mais avec les avantages de la blockchain, c'est-à-dire comment dire, la résistance à la censure et pourquoi pas utiliser la blockchain pour pouvoir créer d'autres cas d'utilisation qu'on trouve pas forcément dans les réseaux sociaux classiques. Alors, pour ce qui est, quand je parle de protocole et d'infrastructure, en fait, c'est deux choses un peu distinctes. C'est-à-dire que d'une part, tu as l'infrastructure sur laquelle les développeurs peuvent concevoir des réseaux sociaux décentralisés, et il y a les protocoles qui sont les réseaux sociaux en eux-mêmes. Par exemple, si tu veux, il y a Lens qui est une infrastructure. En gros, Lens, c'est l'infrastructure sur laquelle on peut concevoir des applications.
Et en fait, cette infrastructure, bah, elle héberge plusieurs dizaines d'applications différentes qui représentent pour chacune un réseau social. Et Ok. en espérant que c'était clair pour tout le monde. Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme réseau social au sein de ces différentes sensibilités? Alors, personnellement, j'en utilise deux. En gros, le premier d'entre eux, le premier d'entre eux, il est basé sur Lens et c'est un réseau qui s'appelle Hey. En gros, le lien, c'est hey.xyz et en gros, c'est l'équivalent de Twitter, mais qui est basé sur Lens. Et là, là, on peut trouver un peu tous les comptes un peu différents qui sont en train d'échanger. Et le deuxième que j'utilise, c'est Warpcast. Et en gros, Warpcast, c'est l'équivalent de Twitter aussi, mais l'infrastructure, c'est une autre infrastructure qui s'appelle Farcaster. Et en gros, Warpcast, bah, c'est Twitter, mais sur Farcaster. Et là, sur ce réseau-là, ça va être davantage les développeurs qui vont parler entre eux. Faut savoir qu'il y a pas mal de développeurs, et notamment des core développeurs d'Ethereum, qui ont été un peu saoulés de Twitter et qui ont voulu chercher un réseau social où on pouvait discuter plus posément. Et Warpcast est actuellement le réseau social de référence pour pouvoir discuter avec eux. Ok, trop bien. Donc, des réseaux qui résistent à la censure, quoi, de manière fondamentale. Ouais, en fait, si tu veux, résistant à la censure, bah, c'est un peu, comment dire, c'est un peu un raccourci. En fait, ce qui se passe, c'est que les données qui sont postées sur ces réseaux-là, ils sont, enfin, les données sont stockées sur IPFS et sur Airwave, qui sont des réseaux pour stocker des données. En gros, c'est surtout les données qui sont résistantes à la censure. Après, et après, voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de garde-fous qui ont été mis en place pour éviter des censures. J'avoue, il y a des trucs sur lesquels j'aime bien revenir. En général, quand on parle de cas d'usage blockchain, c'est pourquoi ces cas d'usage existent. Et en fait, de manière assez simple, les réseaux sociaux, on peut assez rapidement comprendre que bah, ce cas d'usage-là existe pour, de mon point de vue, deux raisons principales, que sont la souveraineté de la donnée. Aujourd'hui, si on utilise des réseaux sociaux un peu traditionnels, type Twitter, type Facebook, bah en fait, globalement, on donne littéralement toutes nos données à une entreprise qui en fait ce qu'elle veut, et notamment les revendre. Hein. Globalement, c'est ça leur business model. Là où en fait sur les réseaux sociaux de ce type-là, bah en fait les données sont à l'intérieur des smart contracts. On est en capacité de savoir ce qui du coup en est fait. Et il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant à savoir où sont nos données. Et surtout à ne pas risquer d'avoir des fuites, parce que là globalement tout est public donc on le sait par avance. Deuxième élément, c'est le côté, donc comme il disait, évidemment non sensible à la censure. Mais il y a aussi un côté, je trouve, d'identification des personnes par un certain compte. Et donc, du coup, on arrive sur la Decentralized ID. Et donc, c'est un concept qui permet de, très facilement, juste avec son compte MetaMask, de s'identifier et finalement d'avoir, avec juste un compte MetaMask, un ensemble de services qui nous permet de passer de l'un à l'autre, et ce, de manière assez simple. Et c'est pour ça que, notamment, la proposition de Lens, de faire un écosystème de réseaux sociaux décentralisés est, de mon point de vue, la bonne approche, puisque c'est l'approche qui permet d'avoir plusieurs applications au sein d'un même élément, et donc d'utiliser une seule identification pour tous ces applications. Et donc, tu vas Et pouvoir donc, utiliser ton identité décentralisée dans plusieurs applications. Et en fait, c'est pas un écosystème, quoi. C'est ça l'idée. exactement. Et donc, bah, il a parlé de Hey, qui était anciennement Lenster. Aujourd'hui, donc Hey est l'un des outils principaux, mais on va avoir un YouTube sur Lens, on va avoir plusieurs autres outils un petit peu de cette manière-là, et tous ces outils en fait sont reliés par un point qui est l'identification de la personne, et qui permet très rapidement de venir
interopérable entre les différents éléments de Lens. Donc il y a un truc très intéressant, je trouve, dans cette approche-là, qui a eu Lens pendant un certain temps, quoi. Ok. Hop. Et Trop donc bien. du coup, le YouTube, en effet, de Lens s'appelle Tape XYZ, et donc on va pouvoir avoir plein de vidéos sur ça qui ont été faites, pas avec nous, par des créateurs de Ça, contenu. ça parle que de blockchain ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés sur ces réseaux sociaux? Non, il y en a quelques On autres. peut trouver vraiment tous les sujets sur. Désolé Cyril. Non, vas-y, Non, vas-y. t'inquiète. Ouais, en vrai, forcément, c'est surtout, ouais, je dirais la moitié des discussions qui ont lieu, ça parle de blockchain. Mais en vrai, on peut trouver des sujets un peu pour tout et n'importe quoi. Ça peut parler de musique, ça peut parler d'art, ça peut parler de jeux vidéo aussi. Donc voilà, c'est un peu, dans le thème, dans le thème, ça discute un peu de tout, un peu comme n'importe quel réseau social finalement. Ouais, bah, ça a l'air d'être quand même très orienté tech, hein, mais on a Oui, de la musique, on a de temps en temps des petits trucs qui sortent un petit peu du lot, official music vidéo. Donc ne serait-ce que ça, c'est intéressant. Et puis le TH Daily qui poste dessus, il y a du contenu assez qualitatif qui est posté dessus. On devrait être dessus du coup. Parce qu'on est qualitatif évidemment. En fait, ce qui est intéressant dans ce genre de réseaux sociaux, c'est que, en gros, avec la blockchain, on peut introduire des concepts qui n'existent pas vraiment dans les réseaux sociaux d'habitude. Un truc qu'on voit souvent passer, notamment dans les œuvres d'art, c'est la notion de collection. C'est-à-dire que quand on publie quelque chose sur un réseau tel que Lens, eh bien, on peut en faire une collection de NFT en un certain nombre d'exemplaires. Par exemple, on peut collecter un NFT pour pouvoir le posséder. Et il y a certaines œuvres d'art qui mettent une limite de 10, de 10 collections possibles. C'est-à-dire que voilà, il y a 10 utilisateurs qui peuvent acquérir cette œuvre et l'échanger possiblement. Et il y a pas mal d'artistes, notamment sur Lens, qui parviennent à recevoir un revenu grâce à ça. C'est quelque chose qui est très intéressant à étudier. Ouais, c'est vrai que la monétisation, c'est toujours une des problématiques que l'on retrouve facilement avec l'ensemble des plateformes de création de contenu et qui sont pas souvent claires, qui sont pas toujours très au point sur ce qui est fait. Et évidemment, les gros créateurs vont pouvoir mieux négocier et ainsi de suite. Là, au moins, sur Lens, il y a une monétisation qui est claire, c'est le contenu est payant si vous avez envie de le payer et basta, quoi. Donc il y a un truc très intéressant aussi sur ce point-là et qui permet de se passer un petit peu des Google et des Facebook, quoi. Donc c'est intéressant. Ok. Nickel. Tu Yes. utilises un peu ce genre de réseau, toi? Ouais, un petit peu. Alors, je suis pas un énorme consommateur de réseaux sociaux type Twitter, X. Moi, je suis plus sur des réseaux perso-pro. Et effectivement, là-dessus, alors je suis quand même sur Lens Protocol. Alors, depuis pas très longtemps, il y avait aussi Farcaster aussi dessus. Et ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, là, on centre en fait l'aspect réseau social décentralisé, donc potentiellement résistant à la censure, etc., avec la technologie blockchain. Il faut savoir aussi que cette idée-là de protocole décentralisé existe depuis un moment, aussi avec des solutions comme ActivityPub, qui est utilisée notamment par Mastodon, par Peertube aussi, qui sont d'autres manières de faire des réseaux, notamment sociaux, décentralisés. Et un qui est apparu il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 4 ans, quelque chose comme ça, c'est Nostr, alors qui n'est pas affilié directement à un fonctionnement blockchain, mais qui, si je devais le résumer un peu gentiment, est le réseau social des bitcoins maximalistes pour différentes raisons, et qui permet notamment dans son protocole de s'envoyer en fait des satoshi par exemple avec le réseau Lightning. Donc bon, même si derrière c'est pas de la technologie blockchain, c'est énormément utilisé quand même à ce niveau-là. Et lui pour le coup, il est vraiment complètement censorship ou avec les bons et les mauvais côtés. Hein.
et les mauvais côtés, et tant qu'on peut trouver, malheureusement... Ouais. J'ai pas compris, il est censurable ou il est résistant à la censure? Il est résistant à la censure. Et le bon côté, c'est que du coup, on ne se fait pas censurer. Le mauvais côté, parce qu'il y a toujours un travers, c'est qu'on peut y trouver du contenu un peu chaud. Quoi. Je suis très content que tu aies parlé de Mastodon, et c'est vrai qu'on n'a pas cité l'ensemble des nouveaux réseaux sociaux qui ne sont pas forcément basés sur une blockchain, mais qui ont dans leur fonctionnement de la décentralisation, et notamment par exemple Mastodon, mais il faut citer aussi Blue Sky, le nouveau projet de celui qui a créé Twitter, Jack Dorsey. Et pour Mastodon, il y a le côté... en fait, c'était quand même le réseau social qui était poussé par Trump et ce genre de personnes, parce que premier amendement ou cinquième amendement sur la liberté, on doit avoir le droit de dire ce qu'on veut, et notamment des atrocités. Donc, Surtout lui. Surtout lui. Après, effectivement, le Mastodon, par exemple, alors ça, c'est ce qu'on appelle le fait divers, un écosystème un peu particulier, où tu as quand même des gros éléments de centralisation quand même, parce que tu as quand même des serveurs où tu as un administrateur qui peut très facilement te dégager, par exemple, ou censurer ce que tu dis. Donc, Mastodon, par exemple, c'est un espèce de format hybride décentralisation, mais Mastodon est vieux, enfin vieux, entre guillemets, ça date d'il y a quasiment 10 ans, je crois. Ouais, c'est un truc qui est utilisé par les libristes depuis un petit moment maintenant. Ouais, ça. C'est un peu niche, mais voilà. Et c'est comme les Elements, Matrix, ce genre d'outils qui sont encore utilisés dans le monde de la cryptographie, c'est encore bien là, quoi. Ouais, Matrix, beaucoup utilisé, effectivement. Tu es utilisateur aussi de ce genre de réseau? Moi, j'utilise alors un petit peu Lenster en parallèle de Twitter. Je vous montrerai d'ailleurs après, c'est marrant, mais c'est quelque chose qu'on a intégré à Stratège. Et après, un autre réseau social que j'aime bien, ça va être ce qui est intégré directement à Dbank, qui a un réseau social intégré où on peut aussi interagir avec d'autres personnes qui sont justement un peu plus spécialisées en DeFi. Donc, il y a tout on va dire qu'il y a tout des possibilités de cibler justement des gens avec les mêmes intérêts. Donc ça, c'est intéressant pour avoir de l'alpha, pour avoir aussi, même pour des raisons marketing, on peut aussi faire des concours, des giveaways, des choses comme ça. Et donc, bon, ça reste très spécialisé, mais c'est intéressant. Et après, oui, je disais, nous, on a intégré Lens dans Stratège. Je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose justement qui est très pratique pour pouvoir toucher sa communauté quand on sera un stratégiste et qu'on proposera des stratégies à sa communauté. Si on veut, par exemple, leur proposer ces dernières créations, etc., et ben, c'est plus facile de les toucher par ce biais-là. Et c'est aussi beaucoup plus simple à intégrer directement dans une application, ce qui n'est pas forcément le cas avec quelque chose comme Twitter où les API sont payantes, etc. etc. Ok, trop bien. Et j'aurais bien aimé vous montrer l'outil des banques, mais en fait, il faut que j'ai un compte payant. Enfin bref, je peux pas. Et donc, on passe au deuxième sujet ? Ouais, carrément, ouais. Avec plaisir. Allez. Deuxième sujet, c'est l'utilisation par Microsoft des IA pour trouver des nouvelles batteries. Alors moi, c'est un sujet que je trouve assez ouf parce qu'on a beaucoup parlé des IA dans le cadre des LLM ou dans le cadre des fameux réseaux de neurones qui permettent de prédire du texte et donc ensuite qu'on peut encapsuler dans un chatbot. Et c'est vrai que moi, je reste assez impressionné par ce qu'est capable de faire un 4GPTO. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit de trouver des nouveaux matériaux, donc en fait d'utiliser des réseaux de neurones pour faire de la recherche. Et en fait, le fonctionnement de ces réseaux de neurones est un peu analogue à ceux qui, par exemple, vont essayer de créer une image, sauf qu'au lieu d'essayer de créer une image, on va essayer de créer un matériau. Alors, si je le dis de manière un peu schématique, pour une IA qui va créer une image, en fait, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de déflouter une image qui présente beaucoup de bruit
Et par défloutage successif, par création d'éléments successifs, elle va se retrouver vers une image qui finalement est très claire et représente quelque chose qui correspond au prompt qu'on lui a donné. Et en fait, de manière un peu analogue, pour la création de matériaux, pareil, on a des éléments qu'on pourrait qualifier d'un espèce de prompt, c'est-à-dire qu'on va donner à l'IA des genres de contraintes, on va lui donner du bruit et elle va faire un travail de déflou à partir de ce bruit et elle va arriver sur différents candidats. Et donc, c'est notamment ce qui a été mis en œuvre par Microsoft pour trouver des nouveaux matériaux dans le cadre des batteries. Et vous savez que les batteries, c'est un des enjeux qui est absolument central sur le 21e siècle. On a des batteries partout. Si on veut réussir l'électrification des voitures, si on veut utiliser nos téléphones correctement, enfin vraiment, les batteries, c'est absolument central. Et donc, je suis vraiment assez impressionné de voir que, oui, ces technologies, elles ne servent pas simplement à générer du texte, mais elles servent aussi en vérité à créer des nouveaux matériaux. On en avait parlé sur la question des médicaments il y a quelques mois, je m'en souviens. Et donc là, on arrive sur des choses qui en fait sortent de l'aspect un peu gadget, quoi. Je ne sais pas si tu avais vu, j'imagine que tu as vu passer cette news, Michael, qui est même une news assez ancienne en vérité, qu'on récupère. Le domaine est effectivement aussi assez ancien dans la recherche, notamment le fait de trouver des nouvelles molécules pour des médicaments ou autres. Là, ce qui est intéressant aussi, à mon sens, donc on pouvait s'y attendre de Microsoft. Donc, ils ont annoncé ça, ils ont un peu teasé le truc en début d'année, notamment au CES Las Vegas, qui s'est tenu, si je dis pas de bêtises, début janvier. Donc, ça a quelques mois, mais quelques mois dans ces milieux-là, c'est quelques années, voire dizaines d'années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, c'est l'équipe Microsoft Quantum qui s'est chargée de ça. Et c'est pas anodin, parce que c'est aussi l'équipe qui travaille sur la mise en œuvre de l'informatique quantique et des sciences quantiques de manière générale. Et du coup, ils servent un peu de deux aspects. Donc l'aspect là qui nous intéresse, pour le coup, c'est la partie batterie. Il faut savoir quelque chose côté batterie, c'est que ça repose quasi exclusivement sur des principes d'électrolyte. Pas rentrer dans le détail, mais ce qui pose souci actuellement, c'est que les batteries sont faites principalement, voire quasi exclusivement avec du lithium, qui est un matériau rare, qui pose plein de soucis hors de prix, mais ça, c'est qu'une conséquence, mais aussi des problèmes géopolitiques. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à trouver une structure qui permet une électrolyte solide, parce qu'il y a solide et liquide, mais pareil, on ne va pas rentrer trop dans le détail, qui permettrait, en fait, d'arriver au même résultat, voire mieux, avec pas seulement plus de lithium, parce que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est d'arriver à l'associer avec autre chose. Et en gros, c'est ce qu'ils ont réussi à découvrir, c'est d'associer deux matériaux, donc du lithium et du sodium. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans l'état de l'art, jusqu'à maintenant, le comité scientifique estimait que le sodium et le lithium ne fonctionnaient pas ensemble. Et en fait, via le travail des modèles derrière qui ont pu un petit peu modéliser et générer tout ça, ils sont aperçus qu'au final, sous une bonne forme, avec un bon ratio, il y avait aussi d'autres petits matériaux autour, en fait, le sodium et le lithium cédaient, entre guillemets, mutuellement, et arrivaient justement à produire cet électrolyte. Donc ça, on parle de la fin. Donc l'IA, la grande IA, au final, c'est plusieurs modèles qui ont bossé sur des points très précis de cette étape-là, a permis justement de découvrir un fonctionnement potentiellement viable. Donc là, on n'en est que là. On est très, très loin d'une industrialisation complète et du fait que demain, on aura des batteries sodium-lithium de partout. On ne sait pas encore sur la durée ce que ça vaut, mais en tout cas, ils ont trouvé un fonctionnement assez stable et qui permet d'avoir à peu près le même fonctionnement. Il faut savoir aussi quelque chose. Pourquoi on utilise de l'IA? Pourquoi on fait bosser des modèles dessus alors que c'est des domaines de recherche qui sont installés et qui sont là depuis des dizaines d'années, voire même parfois un peu plus. Les travaux sur les batteries au lithium, ça date des années 1900. Et ensuite 1990 vraiment pour la mise en production poussée. Et ça c'est lié au domaine de la recherche scientifique en général, c'est que les publications qu'on a, les gens partagent les réussites. Donc on peut trouver des milliers de papiers sur des choses qui fonctionnent,
mais très peu, voire pas du tout, sur ce qui n'a pas fonctionné. Et quand vous démarrez sur un domaine de recherche, et par exemple vous dites, bon, bah allez, demain j'essaye de trouver de nouveaux composants pour faire des batteries pour des voitures électriques, pour n'importe quoi, bah, je vais devoir tester des combinatoires. Je vais devoir déjà lister les matériaux que j'ai sur le banc d'essai. Et tiens, je prends ceux-là, je fais machin. Sauf que on sait ce qui a marché, mais ce qui a marché, du coup, a déjà permis, par exemple, de créer les batteries qu'on a maintenant, mais on ne sait pas ce qui n'a pas marché. Ouais. Alors que d'autres ont potentiellement testé tout ça. Mais ils n'ont pas partagé là-dessus, du coup, tu repars, entre guillemets, de zéro. Et puis l'espace, on a du mal à concevoir aussi quand on n'est pas dans le secteur, c'est l'espace des matériaux qu'on peut explorer comme étant des candidats potentiels pour une batterie. C'est de la chimie moléculaire, c'est de la science des cristaux, etc. Enfin, cet espace, il est colossal. C'est des milliards de combinaisons possibles de matériaux qui ont toutes des propriétés différentes en fonction de comment tu agences. Alors, justement, dans leur rapport, ils avaient indiqué 32 millions de matériaux possibles. Donc, ouais, c'est... Bon, j'avais un ordre de grandeur, même 2 ordres de grandeur au-dessus, mais j'étais ça me fait penser un peu. Moi, je me rappelle, ça doit être encore utilisé, mais à l'époque, il y a depuis une vingtaine d'années, en pharmacie, en pharmacologie, ils utilisaient ce qu'on appelle la technique du criblage pour trouver justement des nouveaux médicaments. Et c'était en fait quelque chose qui était fait par ordinateur. Et comme on a des configurations de molécules qui sont en 3D, c'était assez. Donc c'était vraiment chercher au hasard des combinaisons aléatoires qui puissent donner des covalences, des liaisons qui puissent activer certains récepteurs ou pas, donc devenir des médicaments. Et ils faisaient ça au hasard. Et c'est vrai que j'ai pas cherché la chose. J'ai pas poussé depuis justement l'avènement de l'IA, on va dire, sur ces techniques de criblage. Est-ce qu'ils ont justement rajouté des techniques d'IA qui peuvent permettre de gagner du temps? Parce que comme tu disais, il y a des milliards de combinaisons, ça prend énormément de temps. Et donc, j'imagine que c'est aussi un peu des techniques comme ça de criblage qui tentent pour trouver des nouveaux matériaux et voir si ça tiendrait la route. C'est ça. Le problème, c'est comment tu fais se base à la fois sur des méthodes un peu traditionnelles, et ça vient en quelque sorte les augmenter en utilisant d'autres procédés avec, ça reste de l'empirique, mais de l'empirique, on va dire, avec un modèle qui va déduire certaines choses que l'esprit humain ou un panel de scientifiques n'aurait pas trouvé. Et d'ailleurs, on était sur les chiffres. Donc, on part d'une base de 32 millions de matériaux non organiques sur le banc d'essai. Et on est arrivé à un filtrage sur plus que 18 candidats en 80 heures. On est passé de, c'est ce que tu surlignes, 32 millions à 18 en 80 heures. Donc, c'est juste impressionnant. Et on a en plus, du coup, les prémices et de l'IA et de ce que va permettre aussi l'informatique quantique en termes de rapidité, où on est, je le rappelais, c'est l'équipe Microsoft Quantum. Et tout ça, ça ne peut pas tourner sur un PC ou même sur l'infrastructure qu'aurait OpenAI actuellement. Ça se base aussi sur les systèmes de HPC, des supercalculateurs et des unités de calcul aussi particulières intégrant déjà de l'informatique quantique. Donc en fait, on est sur vraiment une sorte de démonstration de grandeur nature et d'un aperçu de ce que donnerait l'IA associée à l'informatique quantique, d'arriver de 32 millions à 18 en 80 heures, et à la fin d'avoir trouvé une combinatoire fonctionnelle. Parce que des fois, on peut avoir les 32 millions, teste toutes les combinatoires que tu veux, et à la fin, tu ne trouves rien de satisfaisant. C'est aussi un risque, il y a un risque d'échec qui est pas anodin aussi. Moi, je me demande, en fait, ce que ça va donner. C'est quoi le monde de demain avec des batteries qui fonctionnent enfin? Qui n'explosent pas aussi, potentiellement. Qui n'explosent pas, qui te permettent de charger ton téléphone une fois pour toute la semaine. Ah, mais c'est un monde rêvé, ça. À l'énergie, c'est ça. Donc, ce serait un monde meilleur. C'est clair. Et puis pareil pour le moins stockage, cher de miner du Bitcoin aussi, potentiellement. On arrive à stocker de l'énergie littéralement dans des matériaux physiques. Ce serait merveilleux. Ouais. Et pareil. Et du coup, est-ce qu'on relancerait le nucléaire pour pouvoir enfin produire en grande quantité et stocker? Ça ouvre. Il y a énormément de travaux là-dessus sur le nucléaire, sur la fission, la fusion. Enfin, t'as des modèles, ce qu'on appelle. On les voit d'ailleurs avec les IA sur le parcours IA, ce que j'appelle des jumeaux numériques.
En fait, tu prends par exemple une usine de fabrication, tu prends le CERN, tu prends tout un tas de choses, et en fait, tu viens en fait créer le jumeau numérique de ce truc-là pour justement simuler tout un tas de choses et faire tourner ton usine, mais infiniment plus rapidement et sans les risques inhérents à de l'humain ou à du matériel physique, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça va être sympa. Bien comme le mauvais, hein. Le militaire, d'ailleurs, hein, juste pour parler de ça, n'est jamais très très loin. Bah, forcément. Mais c'est intéressant comme sujet. On en avait en effet parlé dans le cadre des médicaments, parce que bah, justement, les nouvelles molécules trouvées peuvent permettre aussi de guérir, et c'est exactement dans cette idée-là du criblage qu'on peut arriver à un moment donné où bah, la technologie sert vraiment l'humain dans un sens de soigner les maladies, permet l'énergie. Enfin, il y a vraiment un truc de... je sais plus le nom de la courbe, mais c'est globalement une exponentielle de l'impact de la technologie au fur et à mesure, et en fait, et surtout l'impact de l'énergie sur les avancées nouvelles de la technologie. Et en fait, bah, la technologie qui avance ne fait que d'augmenter la capacité technologique, et donc en fait, on avance de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et il n'y a rien qu'à voir, je veux dire, en 2006, il n'y avait pas de smartphone, et 2007, hop là, il y en a, et aujourd'hui, on a des smartphones qui ont de l'IA à l'intérieur, quoi. Donc, ce que j'aime bien utiliser comme image, c'est effectivement, on pourrait regarder une exponentielle, mais quand on zoome un peu dessus, c'est plein de sigmoïdes, dans le sens où ça fait plein de petits plateaux, donc un plafond de verre, et paf, ça le pète, et ça continue encore plus fort derrière. Mais si on zoome dessus, il y a plein, hop, un coup d'arrêt, on platonne, ça repart, etc. etc. Donc c'est assez rigolo. D'ailleurs, dernier chiffre là-dessus, on parlait du lithium et des problèmes de la rareté et de la concentration dans certaines zones géographiques, et donc du coup toute la géopolitique qui va avec. Actuellement, sur les recherches du coup publiées, ça permet de s'abstraire à 70% du besoin en lithium, ce qui est pour le moment. Hein. Donc c'est assez intéressant quand même. faut avoir du sel, du coup, tu disais Ouais, c'est sodium, lithium, plus quelques composés que j'ai plus en tête qui gravitent autour et qui viennent un petit peu stabiliser la réaction, quoi. Il y a quatre composants au total. Il y a lithium, sodium, yttrium et chlore. Du coup, c'était l'heureux élu parmi tous les matériaux. Il me semblait qu'il y avait un ium là-dedans, mais le dernier, ouais, je l'avais plus du tout. Donc ça veut dire que la Camargue va être le point central des batteries pour les 30 prochaines années. Très bien. En plus du riz. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, le sodium, c'est un peu mieux réparti sur Terre que d'autres. D'ailleurs, juste en parler, mais on a une mine française de lithium qui ouvrira dans pas si longtemps que ça à Montluçon. Voilà. Et je crois qu'en plus, alors j'ai vu des news là-dessus, mais c'est une mine, mais c'est comment dire, la quantité de lithium est juste complètement folle en plus, il me semble. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, et puis il y a plein d'autres produits, donc c'est intéressant. Ok, hyper intéressant. Merci en tout cas pour cette présentation du sujet, et je pense qu'effectivement, moi, enfin, ce que j'en retiens, c'est la vitesse d'évolution de ces technos-là et ce que c'est en train de provoquer, et les effets, j'ai le mot en anglais qui vient, rippling effect, les effets d'amplification qui sont produits par ces technos-là qui sont assez ouf en fait. Clairement. Et c'est que le début. Manu, on a réalisé ensemble une interview qui a été publiée hier, que d'ailleurs je vous invite, celles et ceux dans le chat qui ne l'auraient pas déjà vue, à aller la voir, tout simplement, aller sur la chaîne YouTube. Manu, tu as été, on le disait tout à l'heure, intervenant chez Alira, tu as créé le parcours finance décentralisée. Avant ça, il y a fort longtemps, tu as été apprenant chez Alira. Et aujourd'hui, tu es en train de créer, ou tu es sur le point de lancer, je ne sais pas exactement où on peut situer les choses, mais disons que tu es sur le point de lancer un nouveau protocole de finance décentralisée. Est-ce que tu veux nous résumer un peu ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment ça marche, c'est quoi le stratège? Ouais, tout à fait. Attends, je vais vous partager mon écran. On va partager ça. Tiens. Hop. Donc ça s'appelle Stratège, et l'idée en fait, elle est née de quand on a vécu ce bull run de 2019 à 2022, on va dire, de la complexité de ce qui était en train de naître dans la DeFi et de la difficulté en fait à aller chercher les bonnes opportunités et aussi à apprendre en fait
ce que ça pouvait être la DeFi. Et en fait, l'idée, c'est que on a avec Stratège, avec toute l'équipe, on a spoté des problèmes qui sont vraiment récurrents en blockchain. Et comme quoi, voilà, la DeFi, c'est pas user-friendly, c'est compliqué. Les interfaces, la plupart du temps, sont assez compliquées à utiliser, même sur les sites, même si c'est des actions des fois qui sont pas très compliquées. On peut facilement s'y perdre et en tout cas, on a besoin de savoir maîtriser son wallet, de connaître un peu les risques, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est d'emblée simple et démocratisable au plus grand nombre facilement et en un minimum de temps. On s'est aussi rendu compte que la plupart du temps, quand on avait des bonnes idées, même quand on s'y connaissait, on avait besoin en fait de développer des petits smart contracts qui allaient au final automatiser nos tâches. Et ça, 99% des gens qui font de la DeFi n'ont pas cette capacité de pouvoir dev, de pouvoir écrire du code, donc passer à côté d'opportunités ou devaient le faire à la main, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup en DeFi. Et donc, c'est chronophage et aussi plutôt dangereux parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas être 100% du temps derrière son ordinateur. On s'est rendu compte aussi que les opportunités étaient difficiles. C'était difficile de savoir où est-ce qu'il y avait du yield, qu'est-ce qui marchait en ce moment, etc. Que quand on en parlait avec les autres, on n'était pas non plus rémunéré. J'en sais quelque chose. On a fait à l'époque une Google Sheet sur les airdrops qui a fait le tour du monde. Je crois qu'en donation, j'ai dû recevoir 50 Matic. Pour donner les gens sont généreux. Les gens sont très généreux. Mais voilà, 50 Matic, et alors que cette feuille-là, qu'on n'a pas fait pour l'argent, bien sûr, qu'on a fait pour démocratiser la chasse aux airdrops, a fait vraiment le tour du monde et a fait gagner de l'argent à énormément de gens. Et puis, dans une autre mesure, Stratège, ça permet aussi au protocole d'avoir de nouvelles sources de revenus. Je ne rentrerai pas spécialement dans le détail de savoir comment. Mais voilà, une fois qu'on a spoté en fait, tous ces problèmes-là, nous, la solution en fait, qu'on apporte avec Stratège, et je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble, ce sera plus parlant, c'est de créer une infrastructure pour générer du yield, que ce soit pour les particuliers, qui sont, on va dire, les utilisateurs de la DeFi aujourd'hui, notre cible pour la phase 1, mais aussi pour des sociétés qui veulent justement utiliser Stratège comme marque blanche pour pouvoir proposer à leur base d'utilisateurs, de clients, la possibilité de générer du yield grâce à la DeFi dans le monde réel. C'est avec cette idée qu'on a monté l'infrastructure de Stratège, un peu, j'ai envie de dire, comme une marketplace du yield ou aussi de l'asset management décentralisé d'une certaine façon. À quoi ça ressemble Stratège? Il y a les gens qui veulent y accéder en bêta là. Alors là, on est en bêta, exactement. Donc, on va rouvrir. Alors, ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc, ça, c'est la V1 de la bêta que je vais vous montrer. Il y a la V2 de la bêta qui arrive normalement la semaine prochaine, mais là, on a commencé les audits cette semaine de sécurité, donc on a un petit peu de travail, donc ça prend un tout petit peu de retard. Mais ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à envoyer un petit message avec une adresse Polygon, puisque la bêta est déployée sur Polygon à Stratège Protocol, et on vous enverra un SBT pour que vous puissiez vous connecter. Mais l'idée, en fait, est simple à comprendre, mais difficile d'exécution. Donc, vous avez en fait l'envie de créer votre propre stratégie pour vous ou pour les autres, tout est possible. Et en fait, grâce aux outils no-code, vous allez pouvoir très simplement en fait créer votre stratégie. Imaginez une stratégie très très simple où je veux juste moi leverager par exemple du WST Ether avec de l'Ether, donc faire une boucle comme il y en a tant dans le marché en ce moment, que ce soit avec du wrap ST Ether ou avec également du liquid restaking. On va imaginer faire cette petite boucle-là. Donc, je ne vous explique pas tout, mais c'est juste pour vous montrer un peu la facilité avec laquelle on va pouvoir justement créer cette stratégie. Donc là, je mets mes paramètres de bloc, donc mon minimal S factor. Donc, j'explique pas, ceux qui connaissent AAV savent ce que je suis en train de faire. Les autres rentreront justement dans les stratégies de ceux qui savent. Imaginons que voilà, j'ai mis
mes paramètres, voilà ma stratégie. Et après, en quelques clics, je vais pouvoir gérer les paramètres. Donc, en tant que stratégie, je vais pouvoir, par exemple, dire, moi, sur cette stratégie, je vais prendre 15% de ce que ça génère. On va mettre 2% pour automatiser justement le fait que cette stratégie soit automatiquement rebalancée quand on arrive sur une des bornes du range de collatéral, de health factor qu'on a mis. On va pouvoir mettre des time locks, on va pouvoir mettre des whitelists pour savoir si on a besoin de laisser rentrer tout le monde, etc. Minimum deposit, maximum deposit. On gère son buffer pour savoir justement quelle quantité est déposée dans la stratégie et permet de sortir ou rentrer facilement. Et après, pouf, on a ça et on nomme sa stratégie, on la déploie et c'est parti. Et alors là, juste pour faire un petit pas de côté. Donc là, parmi les gens qui nous suivent, globalement, désolé de vous le dire aussi crûment, mais il y a deux types on va diviser la foule en deux catégories. Il y a les gens qui ont compris ce que Manu a fait, en interagissant avec AAV, un peu comme on aurait pu le faire à travers une API en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et donc, pour cela, du coup, vous comprenez l'intérêt de stratège. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas compris ce que Manu a fait. Ceux qui n'ont pas compris, justement, c'est normal de ne pas avoir compris, puisqu'en fait, en vrai, même si tu ne l'as pas fait avec du code, tu as fait un truc qui est technique sur le plan financier, sur le plan de finance décentralisée. Donc, pour cela, il y a deux solutions. La première, c'est de venir faire un cours finance décentralisée chez Alira, du coup. Et la deuxième, c'est de rentrer dans Stratège, mais par l'autre côté, du coup, c'est ça? Exactement. Donc, on va avoir une table invest avec les opportunités qui sont possibles. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir, par exemple, une stratégie que j'ai créée. Je sais pas, celle-là, on farm du CRV. Donc, vous avez votre stratégie qui est ici, qu'on peut détailler en disant, voilà, j'ai du CRV, je le dépose dans Curve. Après, ce dépôt part dans Convex. Je vais farmer du CVX ou du CRV USD. Je vais swap. Bon. Ça ne m'intéresse pas spécialement de savoir. L'idée, ça va être, donc là, c'est pas encore plugué, mais l'idée, c'est de vous dire, par exemple, cette stratégie travaille à 25%. Donc, OK, ça m'intéresse. Et moi, en fait, ce que je vais faire en tant qu'utilisateur qui n'a pas envie de se prendre la tête, je veux juste pouvoir déposer dans cette stratégie. Donc, je vais choisir, par exemple, je suis sur Optimism, je vais choisir de rentrer avec les OP que j'ai, qui sont sur Optimism, et je vais pouvoir déposer directement sur cette stratégie qui est sur Polygon. Donc, ça va automatiquement swapper, bridger, et on va pouvoir donc rentrer dans cette stratégie et mettre ses assets directement au travail. Ce qu'on disait tout à l'heure, qui rejoint un peu, donc là, on retrouve les paramètres de la stratégie. Mais ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, c'est que vous pouvez retrouver également, vous voyez, là, il y a mon réseau social Manu Red Pills, en fait, qui est directement raccroché à mon profil. Et donc, je peux communiquer avec les gens, grosso modo, qui sont rentrés dans une de mes stratégies et directement être intégrés, avoir un contact direct avec le stratégiste, et quand il y a des nouvelles opportunités ou des choses comme ça, être alerté en temps réel. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux décentralisés, c'est de pouvoir être intégré directement. Et d'ailleurs, dans votre dashboard, vous allez retrouver ici votre profil, et votre profil, c'est votre profil de Lens en l'occurrence. Donc voilà pour cette très brève introduction, très rapide présentation, mais c'était surtout pour, on va dire, faciliter la compréhension de ce qu'on fait chez Stratège. Et l'idée, à terme, c'est de le voir intégré directement dans votre MetaMask, dans votre Rabbi, chez votre courtier préféré ou dans n'importe quel DeFi protocole qui va proposer en fait directement des stratégies en utilisant son propre protocole, en simplifiant lui-même l'utilisation de son produit pour ses propres utilisateurs. Merci beaucoup, hyper cool. Je vais relayer quelques questions du chat. Donc, juste avant, pour résumer, si j'ai bien compris, Stratège, ce que ça fait, c'est que ça met en relation des gens qui ont les compétences pour faire des stratégies sur la finance décentralisée avec des gens qui veulent bénéficier des rendements que ces stratégies permettent. Et donc, en fait, c'est une place de marché de stratégie de finance décentralisée globalement. Le tout de manière sécurisée, trustless, etc. Quelques questions de la part du chat dont je vais me faire l'écho. Alors, déjà, est-ce qu'on a des habilitations genre AMF et compagnie sur Stratège ou pas? Alors, nous, on n'est pas un protocole qui est déployé en France. Donc, la DAO est située en Suisse. Donc, on est hors d'Europe, si je puis dire. On est enregistré à société, enfin la DAO, donc Stratège, est enregistré au registre du commerce. On fait
on a toute une partie légale chez Stratège qui est assez lourde, assez chère et qui est en cours. Après, ça reste du décentralisé et utiliser la plateforme, voilà, hein, c'est la même chose qu'utiliser n'importe quelle plateforme entre guillemets de DeFi. Il n'y a pas spécialement de soucis, si ce n'est la sécurité, on va dire. Ouais, vous détenez pas les fonds des stratèges. Alors oui, hein, nous on fait de la vraie DeFi, donc on est permissionless, trustless, c'est-à-dire que vos fonds sont déposés dans un vault. Je ne suis pas rentré dans la technique, mais vos fonds restent entre vos mains et ne sont jamais en fait confiés à quelqu'un d'autre. Hein. On reste dans l'éthos de la DeFi et bien entendu, suivant les paramètres du stratégie, vous rentrez, vous sortez. Ça, c'est à vous de voir, mais à aucun moment vous ne confiez vos actifs à quelqu'un d'autre. L'idée étant vraiment de faire confiance à quelqu'un qui s'y connaît pour créer des stratégies rentables, mais libre à vous de les suivre, de rentrer ou de ne pas rentrer. Et vous pouvez également donc partager ces stratégies avec d'autres pour gagner entre guillemets de l'argent en étant stratégiste, mais vous pouvez également faire ces stratégies pour vous-même grâce à l'outil NoCode qui vous permet en fait de faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Vous voyez, là, rien que ce que je vous ai montré, choisir un range de health factor, c'est pas possible de le faire aujourd'hui sans développer du code de son côté. Il y a une question que je me posais. Tu as eu un système de rémunération pour les créateurs de stratégie? Est-ce qu'ils ont, par exemple, une partie des bénéfices Oui, bien sûr. Trop bien ça. Ouais. Je peux vous montrer. Ouais, l'idée, c'est aussi de faire quelque chose qui soit et social d'un côté et forcément qui soit un business. Hein. Si tu veux pousser les meilleures stratégies pour tout le monde, en fait, vaut là, mieux tu as un que ces exemple, si stratégies tu veux. Là, tu as un exemple, tu vois, imagine une stratégie avec 100 millions de TV à l'intérieur qui va générer 15% de yield. On va redistribuer 85%, par exemple, dans cet exemple-là, directement aux déposants dans la stratégie. On va avoir les 15% qui vont partir pour le protocole et qui vont être dispatchés en une partie pour des frais qui vont pour le protocole et donc qui iront pour la trésorerie de la DAO et les token holders, mais ça, je ne veux pas trop en discuter pour le moment, mais l'idée, c'est de rémunérer, bien sûr, les gens qui soutiennent le protocole, et une partie qui va pour le stratégiste, celui qui déploie la stratégie et qui l'invente, et une partie qui va pour toute l'automation, c'est-à-dire l'automatisation de la stratégie en elle-même, si jamais il y a des rebalances à faire de position, s'il y a des harvests automatiques, etc. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Il y a des questions sur la sécurité, notamment au niveau des audits. C'est vrai qu'en fait, c'est qu'on va dire, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous faites que d'utiliser des protocoles externes. Donc les audits, en effet, vous devez en avoir un petit peu, mais c'est surtout les protocoles. Alors, oui et non. Donc, on est toujours dans la DeFi avec cette notion de l'ego et de l'empilement du risque. Donc, plus vous allez utiliser de protocoles dans une stratégie, plus votre stratégie va être risquée. Bien entendu. Donc, vous êtes soumis à la sécurité des protocoles que vous utilisez et bien entendu, au-dessus de tout ça, il y a la sécurité de stratège. Donc, bien sûr, nous, je vous le disais, on a commencé les audits lundi pour une période de 3 semaines. Non, c'est des audits très lourds. Effectivement, la sécurité, c'est primordial. Et nous, ça nous prend... c'est toute une éducation à avoir dès le début, même dans la conception même du produit. Et c'est quelque chose qui doit être aussi suivi dans le temps. Donc, on aura des programmes de bug bounty, des audits à chaque fois qu'on va rajouter, entre guillemets, du code, donc pour des versions à venir. Mais bien entendu, en termes de sécurité, on fait de la DeFi et on n'est pas comme n'importe quel programme, on va dire, de software habituel où quand il y a une faille, c'est pas grave, on va mettre un patch et puis ça va passer. Là, non, on fait de la DeFi, il y a de l'argent qui est déposé. Quand on se fait hacker, l'argent a disparu et c'est déjà trop tard. Donc, bien entendu, la sécurité est vraiment au centre de nos préoccupations et à chaque moment, que ce soit d'ailleurs sur les smart contracts, mais ce n'est pas les seuls vecteurs d'attaque, ça peut être aussi au niveau du back-end, au niveau du front-end, etc. Donc, il y a énormément de schémas d'attaque à prendre en compte. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de retours déjà sur ce qui a été fait. Si vous êtes fan de Rect.news, vous savez à peu près qu'il y a déjà eu énormément de hacks et il y en a encore pas mal à venir, mais l'idée, c'est vraiment en tout cas d'être
auditer dans chaque partie de ce qu'on fait, quoi, et d'avoir une sécurité maximale. Après, le risque zéro n'existe pas, et puis on fait de la DeFi, donc on sait que pour l'instant, le risque zéro n'existe absolument pas. Mais pour contrecarrer tout ça, on a aussi toute une verticale, et parmi nos advisors, on a une réflexion là-dessus, surtout on va dire le schéma assurantiel qu'on pourrait appliquer à des stratégies qui pourraient venir en fait assurer les fonds déposés par les investisseurs. Excusez-moi, je suis un peu malade, je sors de maladie. Et donc qui pourrait justement assurer et prendre une partie sur la performance, mais assurer une partie, une totalité des dépôts des utilisateurs dans cette stratégie-là. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchit et on a. Moi, mais le son est devenu très mauvais. On est en train de te perdre. Ouais, Manu, le son est dans le poulet. Je crois que le micro a dû saturer ou quoi. Désolé, c'est mieux là? C'est revenu? Ouais, c'est mieux. Ah yes. Désolé. Donc je vous dis, on bosse sur le côté assurantiel, effectivement, des stratégies également. Ok, hyper cool. Akudol demandait les fees. Donc les fees, c'est choisi par les stratégistes ou c'est choisi par le protocole? Alors oui, les fees sont choisis par les stratégistes. Alors un stratégiste peut fixer ses fees entre 1 et 25%. Donc ça, c'est lui qui choisit. Et la DAO prend 12% de performance fee sur 12% sur la performance de la stratégie. Il n'y a pas de frais de dépôt, de frais de sortie, de management fee, etc. On considère que un investisseur n'a à payer quelque chose uniquement à partir du moment en fait, où la stratégie est rentable pour tout le monde, quoi. Mais c'est très bien ce genre d'outil qui favorise en fait à la découverte de ce que l'on peut faire. Parce que nous, très, très clairement, il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est mais ok, je vois ton truc de AAV, mais en fait, j'en fais quoi de ce truc-là quand on n'est pas extrêmement intéressé par le côté technique, le côté ok, bon, je peux m'amuser à déposer là-dessus, puis les ST machin, je peux les redéposer, et ainsi de suite. Bah, en fait, c'est pas si évident que ça de connaître les stratégies. Et à moins de diguer le rabbit hole de la DeFi, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que là, c'est mis à disposition. Ouais, c'était l'idée. Et puis en plus, vraiment, il y a toute cette partie de trouver en fait les spots, etc., les opportunités, mais il y a aussi toute la partie en fait de gérer ses positions. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment du set and forget où tu déposes en fait tes assets, ça bosse, et puis quand tu reviens, ça a fait des petits et tu es content. Il y a la stratégie que je vous ai montrée, c'est une stratégie qu'on peut faire à la main, qui n'est pas très, très compliquée, mais qui est quand même assez chronophage, qui met du temps à être mis en place, etc. Et en soi, après, c'est une stratégie que moi, j'ai pu mettre en place il y a déjà presque, je sais pas, 1 an et demi, et qui tourne depuis 1 an et demi, et j'ai rien de spécial à faire. Par contre, il y a d'autres stratégies où vous devez la monitorer un minimum, comme vous avez un collatéral en crypto avec un loan par-dessus. Quand le marché dump, si vous dormez, ça peut mal se passer, quoi. Là, l'avantage, c'est que c'est monitoré automatiquement, et vous allez avoir alors soit des pertes qui peuvent arriver. Si votre stratégie, elle n'est pas rentable parce qu'elle a été mal pensée ou qu'elle est dangereuse, effectivement, ça c'est toujours un risque, mais vous n'aurez pas une liquidation brute, vous aurez une soft liquidation d'une certaine façon, dans ce cas précis. Ok, hyper intéressant. Et en effet, si vous voulez en voir plus, il y a la vidéo qui vient de sortir où on lance cette série d'interviews avec Jérémy. Donc allez la voir, elle vaut le coup, je pense. Ouais, on a passé un bon moment. Et en effet, faut faire gaffe avec votre argent, ne mettez que ce que vous pouvez perdre. Ceci n'est pas un conseil en investissement, tout ça. Ouais, et là sur la bêta, d'autant plus qu'il n'y a pas d'audit, c'est pour l'instant c'est pas du testing prod parce que c'est une bêta privée. On a clairement incité les gens à tester les stratégies avec des montants qui vont entre $1 et $100 pour ceux qui sont les plus risqués, mais on est vraiment dans du bêta testing. Donc c'est vraiment pas aujourd'hui. D'ailleurs, on a whitelisté les stratégies. Il n'est pas possible pour l'instant de déposer dans les stratégies des autres. C'était des choses. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qui limite vraiment le risque de hack. C'est-à-dire que comme vous êtes whitelisté pour votre propre vault, au final, vous ne pouvez vous hacker que vous-même. Donc ça limite vraiment les possibilités. Ouais, juste en enfonçant la porte plutôt qu'en utilisant les. Ça peut vous permettre aussi de faire des stratégies qui soient clairement safe. Parce que si vous la faites pour vous, vous whitelistez uniquement votre adresse, personne ne peut interagir en fait avec votre vault, et vous ne risquez pas en fait de vous faire hacker de l'extérieur. Vous avez toujours le risque protocole,
mais le risque stratège en lui-même, il est quasi nul. On est d'accord que là, actuellement, les stratégies, elles sont faites pour arriver sur certains protocoles. Donc, en gros, vous avez toutes les adresses des smart contracts, des AAV et Curve et ce genre de choses. Pour des plus petits protocoles, est-ce que vous monitorez, est-ce que vous avez une stratégie long-termiste sur, par exemple, accepter que n'importe qui mette un nouveau contrat et des nouvelles fonctions Alors, ou pas du tout? clairement, notre but, c'est d'intégrer le plus de protocoles possible. Et en fait, pour ça, on a développé tous les outils nécessaires pour ceux qui voudraient le faire. Donc, Ouais. sont mis à disposition un dev kit total, un SDK, les API, etc. La seule chose qui va pas être permissionless et qui va dépendre de la gouvernance, ça va être justement le whitelisting des blocs. C'est-à-dire que si vous voulez être déployé sur Stratège, vos blocs devront être whitelistés, donc devront être vérifiés pour être sûr qu'ils font la bonne chose. Ok, ça marche, trop cool. C'est top. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Du coup, merci à tous d'avoir participé à ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Si vous voulez du coup aller voir sur la chaîne d'Alira, on est en train de la relancer là à toute vitesse. Donc Manu fera office de tête de pont pour notre format Parole d'expert. Ça va être un format d'interview en 1 heure d'experts de l'écosystème. Donc on commence par Manu. Vous aurez la semaine prochaine, si le montage se passe bien d'ici là, mais normalement ça devrait aller, vous aurez le CTO de Ledger qui viendra nous expliquer comment ça fonctionne en fait, il fait Ledger et le modèle de sécurité global de Ledger et en gros pourquoi est-ce que vos fonds sont en sécurité quand ils sont chez Ledger. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine sur la chaîne d'Alira. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à y aller, activer la cloche, tout ça, vous connaissez ça. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le site d'Alira sur lequel vous avez toutes les formations. On forme au développement blockchain, au conseil blockchain, à la finance centralisée et même chose sur l'IA pour les consultants et pour les développeurs. Et puis, c'était un grand plaisir de faire cette chronique avec vous. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis, bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé. Salut! Salut tout le monde! Salut.